En France, on a un don très particulier. On est capable de créer des chefs d'œuvre que le monde entier nous envie et 2 minutes plus tard, de dépenser des milliards dans des projets que personne, absolument personne, ne veut acheter. Bienvenue dans le monde merveilleux des flops automobiles français. Attention, ne vous méprenez pas. On ne va pas parler de voitures nulles. Non, on va parler de voitures audacieuses. De voitures qui ont tenté de réinventer la roue, de briser les codes ou de défier les Allemands sur leur propre terrain, pour finalement se prendre le mur de la réalité à 130 km/h. Pourquoi la voiture la plus confortable de l'histoire a-t-elle été un échec commercial? Pourquoi Peugeot a-t-il perdu 15 000 € sur chaque exemplaire d'une petite citadine à porte coulissante? Et surtout, pourquoi ces erreurs industrielles sont-elles en train de devenir les collectors les plus recherchés aujourd'hui? Installez-vous confortablement. On part pour quelques minutes d'histoire, de mécanique et d'arrogance française. Voici les 7 plus grands flops qui, paradoxalement, nous rendent fiers d'être passionnés. Numéro 7. Renault Avantime, le coupé qui venait du futur. Nous sommes à la fin des années 90. Renault est au sommet du monde. Ils ont inventé l'espace. Ils dominent la Formule 1. Ils se sentent invincibles. Et là, un homme, Patrick Lequément, le patron du design, se pose une question que personne n'avait posée. Et si on prenait un monospace, mais qu'on enlevait les portes arrière pour en faire un coupé de luxe? À cette époque, tout le monde aurait dû répondre « Patrick, va te reposer ». Mais non, Renault dit banco. Il confie le projet à Matra. L'Avantime, c'est un défi aux lois de la physique. Regardez ces portières. Elles sont immenses. Si vous les ouvrez normalement dans un parking de supermarché, vous explosez la voiture d'à côté. Alors, les ingénieurs ont inventé la double cinématique, une charnière complexe qui fait désanter la porte vers l'avant. C'est génial, c'est beau et c'est un cauchemar de fiabilité. Et ce n'est pas tout, pas de montant central. Quand vous baissez toutes les vitres et que vous ouvrez le toit panoramique, le plus grand de l'époque, vous avez l'impression d'être dans un cabriolet, mais à 1,60 m du sol. Pourquoi c'est un flop? Le problème, c'est que Renault a eu peur de son propre génie. Ils ont sorti la Velsatis, une autre berline bizarre, presque en même temps. Résultat, le client Renault est perdu. L'Avantime est trop cher, trop décalé. On en vendra à peine plus de 8000 exemplaires. Matra, l'usine historique de l'espace, ne s'en remettra pas et fermera ses portes. C'est le premier grand drame de notre liste, une voiture qui avait raison trop tôt dans un monde qui n'était pas prêt. Numéro 6. Citroën C6, le dernier tapis volant. Si l'Avantime était un cri de guerre, la Citroën C6 était une lettre d'amour. Une lettre d'amour à la DS de Gaulle, à la CX de Jacques Chirac. Quand elle sort en 2005, elle est magnifique. Regardez cette ligne. Cette lunette arrière concave, une prouesse technique pour l'époque. Cet aileron escamotable qui sort à 120 km/h sur l'autoroute. À l'intérieur, c'est un salon. On n'est pas dans une voiture, on est dans un jet privé français. Mais le vrai cœur sauvage de la C6, c'est sa suspension Hydractive 3+. Oubliez les ressorts, oubliez les amortisseurs classiques. Ici, on joue avec de l'azote et de l'huile. La voiture scanne la route et s'adapte en millisecondes. Vous survolez les dos d'âne, un tapis volant, littéralement. Alors pourquoi en voit-on si peu? Parce qu'en 2005, le luxe, c'est l'Allemagne. Si tu as 60 000 €, tu achètes une Audi A6 ou une BMW série 5. Tu n'achètes pas une Citroën, même si elle est plus confortable que ton propre canapé. La C6 est devenue la voiture officielle de l'Élysée, et c'est à peu près tout. Elle symbolise la fin de l'ambition française dans le très haut de gamme. Un flop magnifique, mais un flop quand même. Numéro 5. Peugeot 1007, les portes d'E l'enfer. On change de décor. Quittez les salons feutrés de l'Élysée, on descend en ville. On est en 2004 et Peugeot veut révolutionner le quotidien. Leur idée? La 1007. Une petite voiture haute, colorée, avec une innovation qui devait tout changer. 2 immenses portes coulissantes électriques. Sur le papier, c'est le génie absolu. Tu te gares dans un trou de souris, tu appuies sur un bouton, la porte glisse et tu sors avec la classe d'un passager du métro ligne 14. Pas de coup de portière, pas de contorsion. Mais dans la vraie vie, c'est devenu le sketch préféré des garagistes. Le premier problème, c'est la physique. Pour que ces portes fonctionnent et protègent les passagers en cas de choc, il a fallu les blinder. Résultat, la porte pèse 1 tonne. Le moteur électrique force comme un sourd. Et la voiture, elle pèse 1300 kg.
C'est le poids d'une berline familiale pour une voiture de la taille d'une Twingo. Conséquence immédiate, les moteurs rament, la voiture consomme comme un petit camion et surtout l'électronique. Imaginez, vous êtes sous une pluie battante, vous appuyez sur le bouton et la porte décide que non, aujourd'hui, je reste ouverte. Ou pire, elle se bloque à moitié. Peugeot avait prévu d'en vendre 130 000 par an. Ils n'ont même pas atteint la moitié. On raconte que le développement a coûté tellement cher que chaque 1007 vendus creusait le trou de la sécurité sociale de PSA. Un flop à 1,9 milliard d'euros. 1,9 milliard pour des portes qui bipent, ça fait cher le gadget. Numéro 4. Renault Safran Biturbo, le lion DE papier. Attention, là on touche au sacré. On touche à la frustration ultime de l'ingénieur français. Début des années 90. Renault en a marre de voir les patrons français rouler en Mercedes classe E ou en BMW M5. Ils se disent, on va faire une Safran, mais une Safran de guerre. Ils prennent le V6 PRV, ils appellent les sorciers allemands de chez Rimscher et ils grèvent 2 turbos. Résultat, 268 chevaux, 4 roues motrices. En 1994, c'est une bombe nucléaire. Elle est capable de manger des Porsche au petit déjeuner tout en transportant 4 ministres dans un silence de cathédrale. C'est l'exemple parfait du cœur sauvage dans un look sage. De l'extérieur, à part les jantes et l'aileron discret, c'est la voiture de votre oncle expert comptable. Mais sous le capot, c'est la furie. Alors, pourquoi c'est un flop? La transmission. Renault n'avait aucune boîte de vitesse capable d'encaisser le couple du moteur. Ils ont dû en bricoler une qui restait fragile. Le prix. Elle coûtait le prix d'une Porsche 911. Le prestige. Les gens étaient prêts à payer 400 000 francs pour une étoile sur le capot, pas pour un losange. Elle n'a été produite qu'à 806 exemplaires. C'est devenu l'une des voitures françaises les plus rares et les plus chères à entretenir. C'était le chant du cygne de la puissance française. Après elle, on a baissé les bras. On a dit « Ok, on fait des diesels, point. Vous commencez à voir le schéma. On a les idées. On a les ingénieurs, on a même parfois le moteur, mais on a toujours un train de retard sur la stratégie ou un complexe d'infériorité qui nous bloque. Mais attendez, parce que là, on a parlé des voitures qui étaient trop bien. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va s'attaquer aux dossiers qui fâchent, ceux qui ont sciemment raté leur coup. Numéro 3. Renault VL Satis l'OVNI DE Billancourt. Si vous étiez sur les routes au début des années 2000, vous n'avez pas pu la rater. Ou alors, vous avez fait exprès de fermer les yeux. La VL Satis. Après l'Avantime, Renault persiste et signe. Ils veulent tuer la berline classique 3 corps, mal arrière, qu'ils jugent trop en garde. Ils créent cette chose. Haute comme un petit SUV, longue comme une limousine, avec une face arrière qui ressemble à un immeuble moderne. Le slogan de l'époque, le luxe change de sens. Le problème, c'est que les clients, eux, ont carrément changé de direction. On va être honnête 2 minutes. L'intérieur de la VL Satis est sans doute l'un des meilleurs jamais produits par la France. Les sièges sont des fauteuils de salon, l'isolation phonique est digne d'un studio d'enregistrement, et le système audio Cabas vous transporte. Mais alors, pourquoi le rejet a été aussi violent? Le design pachydermique. Dans un segment où les gens veulent paraître sveltes et dynamiques, merci Mercedes, la VL Satis avait l'air d'une armoire normande sur roue. La fiabilité catastrophique. Elle est sortie en pleine période noire de l'électronique chez Renault. Carte de démarrage qui ne marche pas, bug d'injection, alerte vocale qui vous engueule pour rien. La VL Satis a coûté une fortune en développement. Elle devait sauver le haut de gamme Renault. Elle a fini par devenir la voiture préférée des taxis et des nostalgiques d'un confort que l'on ne retrouvera plus jamais. Numéro 2. Talbot Agora, la voiture incendie sous X. Là, on descend dans les archives poussiéreuses. Voici l'histoire de la Talbot Agora. C'est l'histoire d'un divorce avant même le mariage. À l'origine, c'est Chrysler Europe qui développe ce projet. Mais en 1978, Peugeot rachète Chrysler Europe et récupère le bébé. Problème, Peugeot a déjà la 604 et la 505. Ils ne veulent pas d'une troisième berline dans les pattes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sabotent le projet. Ils forcent l'utilisation de pièces Peugeot, train avant de 505, boîtes de vitesses diverses, pour réduire les coûts. Paradoxalement, la Tagora SX, la version de gamme, était une brute. Elle avait le fameux V6 PRV, mais poussé à 165 chevaux. À l'époque, c'était la voiture française de série la plus rapide du marché. Elle humiliait les Peugeot et les Renault sur l'autoroute. Mais regardez-la.
On dirait une voiture dessinée par un enfant avec une règle. Elle n'a aucun charme, aucune identité. Elle arrive en 1980, en plein second choc pétrolier. Vendre un paquebot qui consomme 15 litres au Seine sous une marque, Talbot, que personne ne connaît vraiment, c'était suicidaire. On en a produit à peine 20 000. Aujourd'hui, en croiser une, c'est comme voir une licorne. C'est le flop pur, dur et un peu triste. Numéro 1. La Peugeot 607 Paladine, l'extravagance éphémère. Ce n'est pas une voiture de série. C'est un concept car qui a fini par servir au plus haut sommet de l'État. C'est une 607 rallongée par le carrossier Heulier, avec un toit rigide escamotable à l'arrière. Une landaulet moderne. Nicolas Sarkozy l'a utilisée pour sa remontée des Champs-Élysées en 2007. Pourquoi est-ce un flop? Parce que le mécanisme du toit prenait tellement de place dans le coffre qu'il a fallu réduire la taille du réservoir d'essence à 6 litres pour les essais. En plus, la voiture était tellement lourde que la boîte de vitesse surchauffait après 500 mètres de parade. C'est le symbole de l'apparence, magnifique à l'extérieur, mais incapable de faire 10 km sans suer. Quand on regarde cette liste, on voit un point commun. La France a toujours voulu inventer le futur plutôt que de copier le présent. On a refusé de faire des copies d'Audi ou de Mercedes. On a voulu faire l'Avantime, la Velsatis, la C6. On a échoué commercialement, mais on a gagné artistiquement. Aujourd'hui, ces voitures s'échangent entre passionnés. Les prix de l'Avantime s'envolent. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans un monde de SUV électriques tous identiques, ces flops étaient les dernières preuves de folie et de liberté de nos ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces minutes passées ensemble? Que les Français sont de mauvais stratèges? Peut-être. Que nos ingénieurs sont trop rêveurs? Sûrement. Mais avec le recul, est-ce qu'on ne préfère pas un échec magnifique à un succès ennuyeux? Aujourd'hui, quand vous croisez une Avantime ou une C6 dans la rue, vous tournez la tête. Vous souriez, parce que ces voitures racontent une histoire. Elles racontent une époque où l'on n'avait pas peur de se tromper, où l'on n'avait pas encore remplacé la passion par des tableurs Excel. Ces flops sont devenus les symboles d'une résistance culturelle. Ils sont la preuve que l'automobile peut être autre chose qu'un simple déplaçoir. C'est de l'art qui roule, avec ses défauts, ses fuites d'huile et ses bugs électroniques. Mais il y a une catégorie de voitures dont on a déjà parlé. Des voitures qui, contrairement aux flops de cette vidéo, ont parfaitement réussi leur coup en restant totalement invisibles. Imaginez une voiture de papy, une berline grise, banale, que vous ne regarderiez même pas au feu rouge. Mais sous le capot, un moteur de rallye, un turbo qui siffle comme un démon et une accélération qui peut humilier une Ferrari. C'est ce qu'on appelle les slippers. Des voitures au look sage, mais au cœur sauvage. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce voyage au cœur du patrimoine automobile français. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, l'abonnement pour ne pas rater la vidéo sur les slippers, et surtout, dites-moi en commentaire. S'il ne devait en rester qu'une, quelle voiture de cette liste sauriez-vous de la casse? Prenez soin de vos mécaniques, restez passionnés, et on se retrouve sur la route. Salut!